La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora. La voix du peuple. Bonsoir à toute l'Afrique, merci de choisir Radio Canal K et Radio Avoulété, la voix de la résistance africaine pour vous informer. Bienvenue dans votre émission La voix du peuple. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, une alliance des grandes économies émergentes. Les BRICS, l'Égypte, l'Éthiopie vont rejoindre bientôt l'Afrique du Sud. Pourquoi peu de pays africains en sont membres? Entretien exclusif avec Dr Yves Kouamaizo, président du think tank Afro Centre City, qui est un centre de réflexion, de conseil stratégique et d'action. Merci de nous être fidèles sur le 3xwcanalk.ch et sur radioavoulété.com. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avoulété. La voix de la résistance africaine. Eh bien, vous avez bien choisi Canal K et Radio Avoulété pour vous informer. Nous allons accueillir depuis Vienne en Autriche Dr Yves Kouamaizo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci pour l'invitation et salutations à vos auditeurs. Merci de votre disponibilité, Dr Yves Kouamaizo. Vous êtes présent du think tank Afro Centre City, un think tank qui est un centre de réflexion, de conseil stratégique et d'action. On rappelle que vous êtes également un grand économiste et consultant économique également. Alors, Dr Yves Kouamaizo, en tout cas, félicitations d'abord pour l'article qui fera l'objet de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Canal K, sur Radio Avoulété. Et comme je le disais, vous avez tout récemment, en lien avec le 15e sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud en août dernier, publié un article intitulé « Entre marge décisionnelle et souveraineté, les BRICS avancent sans le G7 et l'OTAN, une opportunité pour l'Afrique ». Et justement, dans le dit article, Dr Yves Kouamaizo, tout en appelant à de nouveaux partenariats gagnant-gagnant au sein du Sud global, justement, est-ce que vous y voyez à travers la participation d'une quarantaine de pays africains au 10 sommets, l'intérêt des pays africains pour les BRICS et les opportunités économiques qu'il offre, Dr Yves Kouamaizo? Je vous remercie encore pour ces questions. Je vais, comme d'habitude, essayer d'être le plus simple et clair possible. Et je vais couper votre question en deux parties. Et vous pourrez me relancer pour la deuxième partie sur les intérêts.
je voudrais qu'on clarifie ensemble la notion de gagnant-gagnant. C'est très important parce qu'un partenariat gagnant-gagnant au sein de ce que vous appelez, que tout le monde appelle maintenant le Sud global, ça veut dire qu'on s'oppose au Nord global. Et le Nord global, je l'ai résumé dans le G7, qui sont les pays occidentaux essentiellement, avec le Japon, et l'OTAN, qui est l'organisation du traité transatlantique, dans lequel l'ensemble des pays occidentaux élargis sont, et généralement qui se structurent autour de la défense. Et donc la question est de savoir, est-ce que tout ceci apporte ou soutient ou permet une opportunité pour d'abord les pays du BRICS et aussi pour les pays africains. Vous voyez, donc la question est un peu complexe. Rappelons quand même que les BRICS, BRIC au départ, qui a été créé en 2009, Brésil, Russie, Inde et Chine, n'a vu l'Afrique du Sud les rejoindre qu'en 2011 pour devenir le BRICS avec un S à la fin. Et vous avez vu que depuis 2011, on a dû attendre jusqu'à maintenant, 22-24 août 2023, au 15e sommet de ces BRICS, pour pouvoir élargir les membres. Il y en a eu 6, on peut les rappeler rapidement: Arabie Saoudite, Argentine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie et l'Iran. Vous constatez qu'il y avait 2 pays africains, l'Égypte et puis l'Éthiopie, mais tout ceci ne rentrera en action qu'au 1er janvier 2024. Et donc la question, elle est évidente. Pourquoi beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas membres actuellement? On aura l'occasion de développer, mais exactement. C'est aussi une question très importante pour nous. Pourquoi peu de pays africains sont membres des BRICS? On va en parler. On viendra là-dessus. Clarifions toujours la notion de gagnant-gagnant. Parce que quand vous gagnez, ça veut dire que quelqu'un ou des gens, des pays se sont organisés pour faire un certain nombre de choses, essentiellement des échanges commerciaux. Ces échanges se traduisent par des paiements monétaires, et que dans cet échange entre des pays, ça peut être 2 ou plusieurs, tout est équilibré. C'est pour ça que la notion économique prend le dessus. Et c'est surtout ça qui a été promu par le G7 et par les gens de l'OTAN, qu'on appelle les pays occidentaux en général. Mais dans le cas des BRICS, c'est un tout petit peu différent. Vous avez cet aspect-là, gagnant-gagnant, mais il s'agit aussi de répondre à une autre préoccupation, et j'en ai déduit qu'il y avait 4 objectifs à atteindre. Et vous allez voir que ça va vous permettre de comprendre pourquoi ce BRICS, cette structure, s'est mise en place. D'abord, il faut avoir la confiance mutuelle entre les membres. Est-ce que c'est ce que vous avez avec le G7 et l'OTAN vis-à-vis des pays africains ou vis-à-vis des BRICS? Ce n'est pas clair. Vous voyez, c'est très important. Est-ce qu'on a un processus négocié ou contractuel dans lequel il y a un échange d'égal à égal et qu'on équilibre le budget sur le court, le moyen ou les long termes? Pas toujours, il y a des déséquilibres. On verra que même dans les BRICS, ce problème se pose. Et c'est ça qui fait qu'on aboutit à gagnant-perdant ou perdant-gagnant. Il y a un 3e volet très important, c'est la notion de dignité et de respect de chacune des parties. Et les Africains, les chefs d'État africains se plaignent de cela. Parce qu'il n'y a pas l'inclusivité, notamment dans le processus, mais même dans la décision finale. Et ils ne sont là finalement que pour la galerie. Et il y a aussi un autre problème, quand les contrats se font, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc vous allez voir que le contrat se signe au désavantage de l'Afrique. On verra les exemples avec les mines et autres tout à l'heure. Et enfin, il y a un 4e volet que j'appelle, moi, le processus devient inégal, quasiment par définition, puisque vous avez une partie de gens puissants vis-à-vis des gens moins puissants, moins influents et généralement pauvres. Et donc, dans la durée, vous allez avoir une inégalité. Donc, comment corriger cette inégalité est un problème de fond. Donc, ça veut dire que quand vous faites quelque chose ensemble, il y a des avantages, oui, des bénéfices, mais il y a des inconvénients, les pertes. Et dans ces pertes-là, il va falloir pouvoir les partager, ou les rééquilibrer, ou faire en sorte que celui qui gagne plus utilise une partie de ce fruit de la croissance pour aider celui qui gagne moins dans cette opération. C'est tout cet ensemble qu'on appelle la relation gagnant-gagnant. Et il faut que ça perdure. Il faut que ça perdure. Si ça ne perdure pas, vous n'avez pas cette relation-là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens croient en disant c'est gagnant-gagnant. Il faut l'égalité, il faut la dignité de chacun, et il faut
ce que j'appelle moi le processus de discrimination positive dans le temps qui permet de restaurer les équilibres, restaurer la confiance gagnant-gagnante. Après, je pourrais traiter votre deuxième question sur les opportunités que vous avez posées. Voilà, sur les opportunités, ça devient un peu plus simple à expliquer maintenant qu'on a le cadre, le contexte. Sachez que les BRICS, au départ, avaient pour objectif une approche inclusive. Et c'est basé sur quoi? Le non-alignement et la souveraineté. C'est un mot qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui. Et c'est derrière la souveraineté, vous avez des valeurs communes. Et donc, elles sont partagées. D'accord. Est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui partage les valeurs avec l'Union européenne ou avec le G7 ou avec... Mais bien sûr, mais elle a aussi beaucoup de valeurs que les autres, notamment le G7 ou l'OTAN, ne partagent pas avec l'Afrique. Est-ce qu'il faut promouvoir les échanges dans une structure où il n'y a pas les pays riches, c'est-à-dire le G7 et l'OTAN? Oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, on part de l'Afrique, on saute tout de suite à la globalisation. Mais pourquoi ne pas avoir un cadre entre nous, panafricanisme, on verra ça plus tard, ou un peu plus élargi avec des pays qui ne sont pas nécessairement des gens actifs dans le G7 ou dans l'OTAN. C'est ça la coopération et qui cherche à devenir gagnant-gagnant. Alors, ce partenariat, il faut des consensus dans soit le processus, soit le contrat qu'on signe, et il faut qu'en fait, les deux parties soient solvables, en fait, que vous puissiez payer. Donc, si l'un ne peut pas payer, tôt ou tard, il va y avoir des déséquilibres. Vous voyez? Donc, oui, c'est une opportunité. Et pour que cette opportunité soit là, il faut qu'on se consulte, il faut qu'on se parle, il faut qu'on coopère régulièrement avec un objectif précis. Resserrer les liens et faire que même le pays pauvre, le pays qui a le moins d'influence, se retrouve à voir son influence grandir, augmenter. Comment? Soit en partenariat, prenons la Chine, prenons la Russie ou autre, mais tout en évitant que les pays du G7, anciens colonisateurs, que les pays de l'OTAN, militairement dominants les pays africains, ne viennent imposer leur point de vue, ne viennent imposer leurs sanctions. Et du coup, vous empêchez votre développement. Vous voyez? On voit bien. Docteur Ivekoua Maïso, tout au long de votre développement, vous avez parlé de gagnant-gagnant contre gagnant-gagnant. Vous avez même évoqué ce mot qui retient l'attention de tout Africain éveillé maintenant, souveraineté de l'Afrique. On va essayer d'expliquer tout cela, ou bien aller plus en profondeur dans quelques minutes tout au long de cet entretien exclusif. Mais revenons à ce grand sommet, 15e sommet des BRICS. Là, on sait déjà qu'il y a l'Égypte et l'Éthiopie qui vont rejoindre très bientôt l'Afrique du Sud. Et on se pose la question, pourquoi peu de pays africains, surtout subsahariens, ne sont pas membres des BRICS? Quelles sont les raisons selon vous? Alors, la façon dont vous posez la question, c'est comme si être membre était automatique. Je comprends. J'ai expliqué tout à l'heure que quand l'Afrique du Sud a rejoint en 2011, il a fallu attendre maintenant 2023. Donc, vous voyez quand même qu'il s'est passé rapidement de presque 12 ans ou 13 ans. Donc, le problème de fond, c'est que les critères pour être membre a évolué. Au départ, il s'agit des pays émergents. Et petit à petit, on a vu qu'on doit passer au non-alignement. Donc déjà, réponse à votre question, si vous n'êtes pas et vous n'avez pas une histoire de non-alignement, il y a quasiment toutes les chances que vous n'allez pas être accepté dans les BRICS. Pourquoi? Parce que c'est une décision collégiale, c'est une décision à base de consensus. Il suffit qu'un des pays membres dise « je ne veux pas de vous » et vous n'êtes pas membre. Donc déjà, le non-alignement pose problème. D'accord? Donc les pays qui jouent à cache-cache, une fois ils sont côté G7, une fois l'OTAN, une fois ceci, une fois cela, vous voyez qu'ils n'ont quasiment pas de chance. Et beaucoup de pays africains jouent à ce petit jeu. Donc déjà, c'est la première réponse à votre question. La deuxième, les pays du BRICS cherchent à renforcer d'abord leur propre puissance pour pouvoir tenir tête au G7 et ne pas subir les sanctions du G7 et de l'OTAN. Donc, si vous vous levez et que vous allez mettre que des pays sans influence ou extrêmement pauvres, qui ne vont venir que faire diminuer votre puissance, ces pays-là ne peuvent pas être éligibles directement et au départ. Deuxième réponse à votre question. Est-ce que ça veut dire qu'on exclut ces pays? Non. C'est pour ça que vous devez savoir qu'il y a des pays des BRICS, membres officiels, et vous avez ce qu'on appelle l'alliance des BRICS. Tous les pays qui auraient voulu être membres
et qui doivent passer par tout un processus pour le devenir. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le président Cyril Ramaphosa qui a invité tous les pays africains, tous les chefs d'État des pays africains de venir à la réunion du 15e sommet. En réalité, on leur a demandé de venir pour comprendre d'abord de quoi il s'agit. Et beaucoup de chefs d'État y sont allés sans préparation, et 3/4 du temps, ils sont allés seulement pour aller chercher de l'argent comme ils font souvent ailleurs. Ils ont été surpris que ça ne se passe pas comme ça. Qu'il faut ces critères que je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, le non-alignement, le plus important, le principe de la confiance, et le plus important aussi, que vous ne jouiez pas un rôle de traître contre les intérêts, d'abord des pays africains eux-mêmes, voire de votre peuple, soit les intérêts des BRICS. Et là, nous avons quitté l'économie pour la politique. Et donc, ces critères n'étant pas diffusés, ne sont pas connus, on peut seulement les déduire. Et j'avais donné quelques exemples dans mon article, que certains pays avaient plus ou moins les critères qui permettaient d'être inscrits comme nouveaux membres, ils ne l'ont pas été. Et ce n'est pas un problème seulement africain, ça concerne aussi des pays d'Amérique latine et ça concerne aussi des pays asiatiques. Vous voyez? Donc, pour revenir à votre question de fond, ce n'est pas un rejet, c'est pour ça que je parle de processus. Vous allez avoir une première étape d'adhésion, on a eu 6 pays, et vous allez avoir une prochaine étape. Ceux qui sont allés, ceux qui ont indiqué qu'ils ont envie de devenir membres, on va leur indiquer les conditions. Une partie, je vous ai expliqué tout à l'heure, d'autres vont certainement exister que je ne connais pas personnellement. Et s'ils disent oui, bien sûr qu'ils vont devenir membres. Donc il ne faut pas voir cela statique. Et il faut savoir, surtout, vous ne pouvez plus trahir dans ce système. Je peux aller très loin. Je peux aller très loin avec la notion monétaire, on reviendra dessus tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être dans un système monétaire dominé par la France, qui est le cas de la plupart des pays francs CFA, la zone franc donc, et venir dans un système qui, lui, fonctionne justement et cherche à fonctionner en dehors d'un système de contrôle par les pays du G7, en l'occurrence la France ici pour la zone franc, mais ça peut être aussi tout simplement le dollar, donc tout le processus de dédollarisation, et ça peut être plus loin, votre système de paiement, c'est-à-dire le SWIFT, on verra cela tout à l'heure. D'accord. En tout cas, docteur Yves Kwamaïzo, merci infiniment pour toutes ces explications que vous venez de donner, le pourquoi peu de pays africains ne sont pas encore membres des BRICS. Alors, dans votre article que vous avez évoqué tout à l'heure, vous appelez également à l'unité africaine et respectueusement de toutes les diversités et de tout, vous l'avez appelé à... Vous avez mis l'accent sur cette unité-là. Alors, est-elle encore réalisable vu l'état d'intégration des regroupements sous-régionaux sur le continent? Alors, comment et à quelle échéance voyez-vous la réalisation collective du destin du peuple africain? Quand on parle surtout du panafricanisme, Dr. Yves Kwamaïzo. Alors, je vous rassure tout de suite. La notion d'unité africaine n'est pas une invention de nos chefs d'État. C'est une volonté intrinsèque, viscérale du peuple africain, du peuple noir, pour être précis. Donc ça concerne non seulement les Africains qui sont sur le sol africain, mais tous les Africains, donc qu'on appelle les afro-descendants, qui de près ou de loin sont en relation avec ce continent, ou qui vivent à l'extérieur, mais continuent à réclamer, exiger même leur qualité d'Africains. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour séparer. Il y a l'unité des Africaines et des Africains, donc des citoyens, et vous avez l'unité des États que vous retrouvez au sein de l'institution Unité africaine ou l'Organisation de l'Unité africaine, qui est aujourd'hui l'Union africaine. Vous voyez bien? Donc, distinguons ça, parce que c'est très important. Et la façon d'avancer des citoyens, dont la société civile, n'a rien à voir souvent avec la façon d'avancer des chefs d'État. À tel point qu'on parle même de syndicats de chefs d'État qui, paradoxalement, travaillent contre l'unité des Africains. Vous voyez? Donc, la forme institutionnelle mise en place par les chefs d'État n'a rien à voir nécessairement avec ce que la société civile africaine veut. D'ailleurs, ça pose le problème de la démocratie et en fait de la représentativité. Parce que si les Africains qui veulent cette unité africaine, ils veulent leur souveraineté, peuvent et choisissent ceux qui doivent les représenter librement dans les urnes, alors vous ne pouvez qu'avoir des gens qui défendent
l'unité africaine, et là, vous aurez la conjonction entre l'unité des Africains et Africaines et la conjonction avec l'unité des institutions africaines, qu'elles soient continentales, l'Union africaine, sous-régionale, CEDEAO, CEAC, etc. Vous voyez? Donc, j'insiste sur la distinction parce que ce mélange fait que souvent, on ne comprend pas. Sur la deuxième partie de votre question, qui concerne la date. D'abord, est-ce que c'est possible? Mais bien sûr que c'est possible. Exactement, mais jusque-là, on voit que l'Union africaine n'existe que de nom. Attendez, allons doucement. Non, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle existe de nom, elle existe. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup d'Africains quand même, Dr. Yves Maïzo. Oui, mais les Africains qui pensent, il faut qu'ils pensent avec beaucoup d'éléments qui sont, disons, concrets. L'Union africaine existe. On ne peut pas en douter. C'est représenté par des chefs d'État et par une institution. Vous avez des chefs d'État, d'ailleurs c'est le Comorien qui est actuellement le chef d'État en exercice, et vous avez une institution dont le président est un Tchadien. Donc, quel est le problème aujourd'hui? Le problème est de savoir si cette institution, l'Union africaine, représente justement la plupart des citoyens africains, notamment en Afrique, mais aussi la diaspora. Parce que vous savez qu'on a la 6e région de la diaspora. Ce n'est pas le cas. Et on a un autre problème de fond. Est-ce que cette institution, l'Union africaine, dont vous parlez beaucoup, mais a les budgets? Est-ce que ces chefs d'État sont sérieux au sujet de ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils mettent la main à la poche? Est-ce qu'ils payent? Et on s'aperçoit que non, 81, 83, 87, suivant les sources, d'argent vient de l'Union européenne. Autrement dit, vous avez l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc, vous voulez insinuer que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine? Je n'insinue pas, je vous donne des informations. D'accord. Posez la question à un représentant de l'Union africaine, s'ils sont sérieux et qu'ils vous disent, ils jouent la transparence, 83 à 87%, sinon plus, du budget de fonctionnement de cette organisation vient de l'Union européenne. C'est une des raisons, d'ailleurs, que l'institution est calquée sur le système Union européenne. Vous avez le nom même de commissaire, de tout ça. Donc, regardez bien les détails, vous allez voir. Du coup, ça veut dire quoi? Que quand les décisions importantes sont prises, l'Union européenne met quand même son grain de sel, pour ne pas dire influence, pour ne pas dire s'ingérer. Et vous l'avez vu récemment, quand des décisions voulaient sortir rapidement, dans le cas du Niger ou d'autres, les décisions ont tourné un tout petit peu. Quand les décisions vont pour attaquer fondamentalement les positions des pays du G7, vous voyez du rôle que les décisions soit ne viennent pas, soit traînent, soit disparaissent, ou soit floues. Vous voyez? Donc, il faut bien qu'on comprenne d'abord ça. Si les chefs d'État ne représentent pas les populations, il est là difficile de mettre de l'argent là-dedans et encore moins de pouvoir taper sur la table. Et c'est pour ça que quand ils vont crier à gauche et à droite qu'ils veulent être des partenaires égaux, mais mettez-vous à la place de quelqu'un de l'Union européenne, ils vont rigoler, puisque plus de 80% du budget vient de l'Union européenne. Le problème, ne croyez pas que je suis quelque chose contre cette Union européenne. Sachez que quand la Chine est venue très doucement, discrètement, venir construire par exemple le centre de l'Union africaine qui se trouve à Addis Abeba, c'est les Chinois qui l'ont fait. Ils l'ont fait gratuitement. Mais en contrepartie, ils ont eu quoi? Accès à pas mal de notaires, accès pas mal à des ressources africaines qu'ils ne payent pas nécessairement au bon prix non plus. Donc vous voyez, c'est une autre forme qu'on peut même traiter de, c'est pas colonisation cette fois-ci, mais disons de contrôle et d'influence. Donc tous ces éléments sont des freins au panafricanisme que vous avez noté par ailleurs. Alors sur la date, alors les gens croient qu'il n'y a pas de date. Si l'Union africaine a fixé en gros, pas en gros d'ailleurs dans un document stratégique, 2063. On peut aller dans le détail, mais pourquoi ils ont fixé cette date? Ils ont mis un certain nombre de critères. 2063. Maintenant, est-ce qu'en 2063 on aura l'unité africaine? Certainement pas. Mais on aura certainement progressé ou pas. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, on n'a pas encore une vraie unité africaine respectueuse. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je vous rappelle que moi, j'ai fait un livre, un collectif d'ailleurs, qu'on appelle l'Union africaine est-elle incapable de s'unir? Eh oui. Et j'ai rappelé 2 conditions. Si vous voulez avoir cette unité en 2063, il faut que d'ici là, nous puissions répondre à 2 choses. Et docteur Yves Maïzo, qu'est-ce qui peut diviser? Mais qu'est-ce qui divise quand même? Qu'est-ce qui le divise? Une question très simple. Mais selon vous. Écoutez jusqu'au bout. Il y a plus de 600 pages qu'on explique ces choses. Il faut 2 choses. On ne peut pas résumer 600 pages. Mais il y a 2 choses fondamentales. Si vous ne les avez pas, vous n'allez pas atteindre ce que vous voulez, encore moins en 2063. Il faut un passeport commun.
Il faut qu'on puisse circuler en tant qu'Africains sur l'ensemble du territoire d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous avez des visas de partout. Bon, il faut qu'il y ait la levée de l'intangibilité des frontières. D'une frontière à l'autre, comme on l'avait dans le temps avant la colonisation et bien avant, ce n'est pas le cas. On a mis des espaces régionaux, CEDEAO, CAS, etc. Mais même à l'intérieur, alors que nous avons un passeport commun au niveau sous-régional, vous voyez bien les frontières, quand vous voulez les passer, ce sont des difficultés. Les douaniers, soit ne sont pas au courant, soit le font exprès, soit c'est la corruption. Dans tous les cas de figure, les deux points importants que je vous ai cités là ne sont pas là. Est-ce que c'est complètement faux? Non. L'Union africaine a travaillé dessus. Il existe une sorte de passeport commun, mais ça ne fonctionne que pour les chefs d'État et pas pour tous. L'intangibilité des frontières, c'est-à-dire le fait que vous n'avez pas vraiment de visa pour circuler, oui, ça fonctionne plus ou moins, mais encore pour les chefs d'État, pour les diplomates. Mais pas pour le citoyen, ni la citoyenne. Donc vous voyez bien le problème. C'est-à-dire que c'est une structure qui travaille d'abord pour ses dirigeants, entre eux, pour leurs intérêts à eux. Et comme s'ils sont contrôlés financièrement par quelqu'un d'autre, à l'extérieur, il n'est pas impossible qu'ils travaillent aussi pour l'extérieur, en priorité, et pour les populations africaines, en seconde priorité, c'est-à-dire pas du tout. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui empêche cela? Ce qui empêche que la représentativité de ceux qui dirigent ces citoyens africains n'est pas au rendez-vous. Voilà pourquoi nous parlons toujours qu'il y a une absence de vérité des urnes, sinon vous n'aurez pas d'abord des coups d'État, comme il y en a de partout, et en Afrique actuellement, et surtout, vous aurez une représentation des gens qui vous représentent, qui travaillent pour votre. Et donc, ils vont se battre contre ceux qui vont à l'encontre des intérêts africains, et donc de la souveraineté africaine, et bien sûr du panafricanisme africain. Vous voyez bien le truc? Tout à fait. Alors est-ce qu'ils n'ont pas... Attendez, je finis un dernier point. Est-ce qu'ils n'ont pas créé quand même une zone où on peut circuler? Si, la zone de libre-échange continentale africaine. Sauf que, comme d'habitude, ces chefs d'État font et ils mettent la charrue avant les bœufs. Vous mettez une zone en place depuis janvier 2022, pour être précis. Mais est-ce qu'il y a les infrastructures pour circuler d'un endroit à l'autre? Vous pouvez voir les routes. Hein. Est-ce qu'il y a le visa? Les 56 pays qui sont là plus ou moins aujourd'hui, mais c'est la croix et la bannière pour passer d'un endroit. Prenez l'avion, prenez l'Internet, prenez les routes, prenez les trains, et je peux même rajouter, prenez le commerce. Et vous savez que nous tournons autour de la circulation des échanges commerciaux autour de, disons, en étant généreux, 14%. L'Union européenne est autour de 75%. Vous voyez? Donc un pays, un ensemble se développe en échangeant entre lui-même d'abord. Et comme on n'arrive pas à le faire beaucoup entre nous, Africains, puisque nous ne transformons pas nos matières premières, on y viendra, on a élargi, on essaie d'élargir avec cette histoire de BRICS, en sachant que, attention, les pays émergents sont aussi très en avance. Et dans certains domaines, même plus en avance que les pays occidentaux eux-mêmes. D'accord. Donc, il va falloir trouver un système qui permet de rétablir cet équilibre. C'est ce que j'appelle, moi, la discrimination positive vis-à-vis des pays qui ont moins d'influence. D'accord. Alors, Dr Yves Kwame-Maizo, vous avez prononcé ce mot souveraineté plusieurs fois. On va quand même en parler maintenant. Quand vous avez évoqué également ces coups d'État, justement au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Niger et maintenant même au Gabon, même point focal. Hein, la cause, les militaires disent que oui, mal gouvernance, nous voulons parler de souveraineté, nous voulons être souverains. Alors, après tout ce que vous venez de développer, comment définissez-vous la souveraineté des États africains, Dr Yves Kwame-Maizo? Si vous voulez être souverain, il vous faut un territoire, d'accord? Ce territoire, non seulement vous appartient, mais vous avez la capacité de le défendre. Voilà pourquoi le Mali, par exemple, est un cas très intéressant où vous avez des militaires qui ont fait un coup d'État, oui, mais quelle était la priorité? Défendre le territoire malien. Il se trouve que sur ce territoire, vous avez des espaces qui ne sont pas contrôlés par eux. Que ce soit ce qu'on dit les terroristes, que ce soit des gens qui étaient là depuis longtemps, c'est à vérifier, plutôt nomades, et qui veulent, dans le cas de Azawad, créer une indépendance, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver un accord pour avoir un territoire commun à l'intérieur duquel chacun retrouve ses droits et son respect? Je ne vais pas résoudre le problème des Maliens, c'est à eux de le résoudre. Mais je vous montre déjà le fondement du problème qui est d'abord territorial. Ensuite, vous avez le problème monétaire. Vous ne pouvez pas être souverain si vous ne gérez pas contrôler votre monnaie
et donc le circuit par lequel passe votre monnaie. Le Mali, comme d'autres pays francophones, sont dans une zone qu'on appelle franc CFA, zone franc, et que vous le vouliez ou non, ce papier monnaie que vous utilisez, franc CFA, dans la zone, n'est valable que dans la zone. Quand vous sortez de cette zone-là, vous avez besoin d'une autorisation. Elle est tacite par la France, qui donne soi-disant garantie pour vous convertir votre monnaie franc CFA en une devise qu'on appelle l'euro. Avant, c'était le franc français. Et c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un homme d'affaires veut acheter un produit en dehors de la zone euro, par exemple en Chine ou en Russie, l'argent qu'il a, lui, économisé, son argent propre, qui veut acheter un équipement, la France donne son autorisation. La France peut aller jusqu'à, à travers la Banque centrale, à travers beaucoup de mécanismes, faire en sorte que vous n'ayez pas à votre disposition les euros nécessaires, équivalent de l'argent que vous avez en francs CFA, pour pouvoir acheter l'équivalent de votre équipement en Russie ou en Chine ou ailleurs. Et c'est pour ça que les BRICS sont en train de s'organiser pour avoir un autre circuit qui n'est pas opposé nécessairement au système existant, circuit de paiement, et aussi peut-être une monnaie. Entre-temps, on fera des compensations pour échapper justement au contrôle occidental, en l'occurrence dans la zone franc française, mais plus largement le dollar. Pour être simple, si vous avez des questions plus particulières, on peut aller dans le détail, c'est un point où je suis spécialiste, mais j'essaie de vous montrer pourquoi d'abord, pour être souverain, territoire, la monnaie. Et ensuite, politique. Ah oui, politique. Vous devez pouvoir être capable de décider dans quel camp vous voulez, avec qui vous voulez travailler. Venir, par exemple, et appartenir aux BRICS, vous savez qu'il y a eu des contraintes, des difficultés, des problèmes pas possibles. On doit créer des rapports de force. Ben, bien sûr. Et le rapport de force, si vous êtes faible et pauvre, vous ne pouvez pas l'avoir tout seul. Donc, vous vous mettez dans un groupe, et là, vous devez faire l'analyse stratégique. Et c'est le conseil que nous donnons dans la France Anticité à certains chefs d'État ou dirigeants qui nous approchent ou leur conseillers. Docteur on va toujours rester sur cette question bien, de souveraineté des États africains. Alors, vous savez, en même temps que plusieurs pays africains ont pris part au 15e sommet des BRICS, vous savez que l'Union africaine est désormais membre à part entière du G20, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure. Alors, docteur Kwamaïso, quel est votre avis sur cet événement, alors même que vous fustigez également l'ingérence des dirigeants du G7 et de l'OTAN qui, selon vous, constituerait un frein à l'avènement du destin commun du peuple africain, voire un handicap à la prospérité d'une souveraineté africaine? Vous savez, pour répondre à votre question, il faut faire des longs développements, mais je vais faire simple. Vous savez que le monde, jusqu'à très récemment, fonctionnait sur la base de celui qui est le plus fort, les États-Unis. Les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN, 49, ont décidé d'avoir une sorte de commandement militaire dans lequel ils sont les patrons. Et les pays alliés, les pays qui ont perdu la guerre ou qui ont gagné la guerre selon, se sont mis là-bas pour, entre guillemets, avoir une sorte de couverture militaire. En réalité territoriale, parce que c'est la souveraineté. C'est ça l'OTAN. 49 pays ou plus maintenant, je ne sais plus. Tout ça pour vous dire que cet unilatéralisme, c'est-à-dire d'imposer aux autres leur point de vue, a fonctionné jusqu'à très récemment. Les pays comme la Chine, la Russie, les non-alignés en général, ont dit non à cela. Mais dire non sans avoir les moyens militaires, vous n'existez pas. Hein? C'est ça le problème africain. On sait que dire non en Afrique, mais on ne s'organise pas pour avoir la puissance, pour pouvoir tenir en face de ce rapport de force. En réalité, c'est une capacité de nuisance qu'il faut pour pouvoir se faire respecter. Je me fais comprendre. Il ne s'agit pas de détruire quiconque. Quand la France a choisi la bombe atomique, elle s'est créée une capacité de nuisance. Et à partir de là, personne ne va attaquer la France parce qu'on sait qu'on va prendre la bombe atomique sur la tête. L'Afrique n'a pas. D'ailleurs, tous les pays qui n'ont pas la bombe atomique se retrouvent être toujours dans une situation plus ou moins dépendante de ces pays occidentaux. Et les pays qui l'ont acquis, prenez la Corée du Nord ou d'autres, il ne s'agit pas de défendre ce régime, mais de comprendre que même les États-Unis n'ont rien pu faire contre un pays qui a cette capacité de nuisance, donc une capacité de souveraineté. Donc le rapport de force est fondamental. Donc nous avons quitté l'unilatéralisme pour rentrer dans un monde multilatéralisme. Donc vous pouvez faire des alliances avec des gens et ensemble vous constituez un rapport de force intelligent, pas pour détruire,
mais pour construire. Et c'est là qu'il y a une différence. Parce que vous allez constater dans l'histoire du G7 et du G20, du G7, pardon, et de l'OTAN, il s'agit plutôt d'une histoire, pour nous, les pays africains, de destruction, d'affaiblissement, de servitude de nos économies. Et donc, par définition, du manque d'emploi et donc de la pauvreté. Et ça ne peut pas durer comme ça. Donc, certains pays se sont dit, on va changer le cours des choses. Et comment ceci a pu durer? Parce qu'on avait des chefs d'État non représentatifs des peuples qui travaillaient pour ces intérêts étrangers. C'est ça qui explique la plupart des coups d'État. Mais est-ce que ces militaires, quand ils viennent, ils servent la population puisqu'ils ne sont pas venus avec la démocratie ni les élections? Pas toujours. Souvent, ils font des nouveaux arrangements et finalement, ils travaillent de nouveau avec ces pays du G7. Prenez le cas du Togo. Vous avez vu, on a eu un militaire, un certain général Étienne Yadema. Mais il n'a fait que travailler avec le G7 et avec l'OTAN. Et vous avez vu la situation du Togo aujourd'hui en termes d'avancée économique plus générale, de distribution des fruits de la croissance et de la richesse, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, comment voulez-vous le dire si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas libre, où vous n'avez pas de facilité? Donc, c'était juste un petit exemple pour vous expliquer ça. Maintenant, sur le fond de votre question, le G20. Le G7 sait qu'il s'est agrandi. Comment il s'est agrandi? Il a fait le G8, vous avez oublié. C'était qui le 8e? C'était la Russie. Mais très rapidement, les intérêts étaient devenus contradictoires, justement, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler la Russie. Et donc, ils ont exclu de nouveau la Russie. Donc, ils ont fait une nouvelle forme d'extension en allant chercher des pays émergents. Voilà comment vous êtes arrivé au G20. Maintenant, vous me dites que l'Union africaine est membre du G20. Vous avez tout à fait raison, ça s'est fait récemment. Mais vous avez un manque de profondeur sur la question. L'Union africaine, est-ce que c'est un État africain avec un territoire? La réponse est non. Vous ne le savez pas, mais dans le G20, vous avez une autre institution qui s'appelle comment? Union africaine, Union européenne. Vous avez une autre institution qui s'appelle Union européenne. Donc, pour pouvoir faire croire aux Africains qu'ils sont représentés, on est allé chercher une institution, Union africaine, qu'on a mis dans le G20. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits de vote que les autres? La réponse est non. Et même s'ils devaient avoir le même droit de vote, un seul qui représente 56 pays contre 7 pays, vous pensez qu'on aura raison? Non. Alors le problème se pose, est-ce que ces gens vont être mis là-bas pour exécuter les décisions du G7? C'est ça la vraie question. Parce que l'Union européenne est là-bas pour exécuter les décisions du G7. Donc est-ce qu'on n'a pas mis les Africains sous forme d'Union africaine pour pouvoir aller là-bas pour faire une décision et exécuter les décisions du G7? Donc je vous dis, le G20 est une extension du G7 et ce G20, extension du G7, est par définition, si on ne fait pas attention, va fonctionner sous forme de contrôle militaire de l'OTAN, donc des États-Unis. Donc si l'Union africaine accepte cela, il faudrait savoir quels sont les chefs d'État qui vont jouer le jeu jusqu'au bout. Parce que là, c'est un secrétariat qui est allé là-bas. L'Union africaine est un secrétariat. Maintenant, il y a beaucoup de pays africains qui ne vont pas l'accepter. Vous voyez? Et les pays africains pris individuellement, c'est-à-dire indépendants territorialement, indépendants monétairement, ils ne sont pas membres du G20. Ils n'ont pas voix au chapitre en tant que tel. Ce n'est qu'une institution. Donc ne vous faites pas avoir par l'illusion que ces pays africains vont pouvoir décider, encore moins s'ils ont une décision commune. Parce que quand vous arrivez à 56 et que vous avez une seule voix, ça veut dire que d'abord, vous êtes beaucoup chamaillé entre vous, il y a eu des problèmes, et que le consensus n'est que le minimum que vous avez pu obtenir, qui n'est généralement pas la position du peuple africain. Donc c'est une façon en fait d'empêcher les Africains de s'exprimer. On ne peut pas avoir sur beaucoup de sujets en Afrique. On a plusieurs voix. On peut trouver un consensus, mais il faut que l'Afrique continue de manière multilatérale à avoir plusieurs voix, parce qu'il y a plusieurs cultures, tout simplement. Et les gens ne comprennent pas cela et croient que en faisant l'unité, on a gagné. Au contraire, on est en train de perdre la capacité d'être agile. Et c'est très important ce point-là, parce que vous avez soulevé. Donc, je répète, le G20 est une extension du G7. Et d'ailleurs, à l'intérieur, un État n'est pas égal à une voix, puisque l'Union africaine n'est pas un État. Alors que dans les BRICS, un État est bien égal à une voix. Vous voyez bien. C'est pour ça qu'un seul décide qu'il ne veut pas de tel ou tel pays africain dans les BRICS, mais les pays africains ne sont pas rentrés. En tout cas, donc docteur, on fait très attention. Oui. En tout cas, merci d'avoir encore
clarifier cette position-là. Vous l'avez bien dit, hein, l'OTAN ou G20 constitue un frein à l'avènement du destin commun du peuple africain, dont la souveraineté africaine. Docteur Vécu Amaïso, vous savez que ce n'est ce que pour personne. Hein. On parle de pratiques également hégémoniques, voire agressives d'affaires, hein, des puissances des BRICS, à l'instar de la Chine et de l'Inde sur le continent africain. Cela fait quand même débat et divise certains panafricains. Alors comment les pays africains peuvent-ils tirer leur épingle du jeu d'un rapprochement plus poussé vers les BRICS, hein, Dr. Vécu Amaïso? Alors, comment y entrevoir réellement des partenariats, on va quand même répéter ce mot, gagnant-gagnant, que l'Afrique n'a jamais pu obtenir, et par exemple avec ses relations commerciales avec l'Union européenne? Bon, je vais répondre à votre question, mais je voulais finir tout à l'heure, et ça rejoint votre question, ça fait la liaison d'ailleurs. Il n'est pas question pour les Africains d'être contre le G7 ou le G20, ni même contre l'OTAN, ni même contre les BRICS. Il s'agit de savoir comment on va les utiliser tous pour augmenter la souveraineté des pays africains. Et dans ce petit jeu, il y a des gens qui vous aident à aller plus vite, les BRICS, et il y en a qui vous aident à aller moins vite. Donc il faut retrouver la confiance. Et il faut identifier au sein de l'Afrique des traîtres à la cause du panafricanisme et bien sûr de la souveraineté des États africains. C'est pour ça qu'on parle de vérité des urnes, vérité des comptes, la transparence en général, y compris avec l'information et le boulot formidable que vous faites vous-même. Alors, je réponds à votre question sous les tendances hégémoniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de unilatéralisme vis-à-vis du multilatéralisme. Oui, il s'agit de ça. Dans l'unilatéralisme, ce n'est que hégémonique. Vous n'avez pas droit au chapitre. Quel que soit le secteur que vous allez toucher, économique, financier, environnementaux, etc. Donc, le gagnant-gagnant dont vous parlez ne peut pas fonctionner. Ne peut pas fonctionner dans les relations commerciales. Comment voulez-vous qu'au Niger, où il y a l'uranium, ce pays, le Niger, ne puisse pas savoir quel est le montant d'uranium qui sort de son pays? La France le sait. Et qu'apparemment, entre 70 et 80% vont directement en France. Et qu'en plus, sur ces 60-80%, le prix n'est pas le prix international. Et fixé en gros par cette France encore. Et quand vous savez comment il le fixe, c'est au minimum. C'est certainement pas le prix international, qui est autour de 200 actuellement. Donc, la question est de savoir, si vous voulez avoir une souveraineté, et que vous vendez votre uranium à un prix international, et que d'autres pays, notamment du BRICS, acceptent de payer, pourquoi vous allez continuer à travailler avec un pays qui veut vous payer moins cher? Ça n'a rien à voir avec un problème politique maintenant. Il s'agit tout simplement que vous allez au marché et vous achetez un bien de qualité à un prix du marché. Et c'est ça que le G7 et le G20 refusent, en nous faisant croire qu'on est dans un système de libre-échange. C'est ça l'hypocrisie profonde de cela. Et donc si le souffrant n'est pas réglé, n'est pas compris, vous ne pouvez pas avoir de partenariat gagnant-gagnant. Il faut beaucoup de transparence là-dedans. Il faut poser la question à tous ces militaires qui ont fait des coups d'État. Docteur Yves, vous allez continuer, mais ma question peut encore vous aider à continuer dans le même développement. Alors, un Africain lambda, hein, on veut aller terre à terre, comme vous voulez bien expliquer en français facile. Alors, qu'est-ce qui empêche les chefs d'État africains d'entrevoir réellement des partenariats gagnant-gagnant? Qu'est-ce qui les empêche, Docteur Yves Amaïso? Qu'est-ce qui empêche qui de faire le partenariat gagnant-gagnant? Les chefs d'État africains d'entrevoir un contrat gagnant-gagnant avec les partenaires occidentaux. Non, attendez, il faut prendre des questions simples. Prenez un pays comme le Congo, qui a beaucoup de matières premières. La République démocratique du Congo. Beaucoup de matières premières. Prenez le cuivre, par exemple, mais on peut prendre n'importe lequel d'entre eux. Vous voulez signer un partenariat, que ce soit avec les gens du G7 ou que ce soit les gens du BRICS, notamment la Chine, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans le contrat? Il faut en face que vous avez des gens compétents qui fassent que le contrat lui-même soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je vous vends du cuivre à un prix international, telle quantité, et vous, G7 ou Chine, vous me donnez l'équivalent en une monnaie, il va falloir qu'on le détermine, actuellement c'est toujours le dollar, où on fait une compensation. En retour, vous me donnez de la technologie, des équipements, des infrastructures, et j'estime que c'est gagnant-gagnant. Quand je dis j'estime, c'est les deux pays. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, les chefs d'État auxquels vous faites allusion, il va falloir savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles ils prennent leurs décisions.
Il ne faudra pas que le chef d'État dise « Ah, écoutez, je vais laisser le système continuer de manière asymétrique et je vais négocier en douce un deuxième contrat dans lequel j'ai ma commission, j'ai ma corruption et le peuple n'a qu'à rester là où il est. » Parce que c'est ça qui se passe dans beaucoup de nos pays, mais qui n'est pas connu. C'est pour ça que je parle de transparence. Premier problème. Donc le problème est d'abord africain. Il faut que l'Africain apprenne, ces chefs d'État africains apprennent à mettre en valeur la transparence. Et quand un journaliste leur pose une question, notamment sur les comptes, combien de matières premières ils ont vendu, quelle est la quantité, à quel prix, et qu'on puisse même accéder à ce contrat pour faire l'analyse nous-mêmes, ils puissent y accéder. Je peux vous garantir d'une chose, en tant que conseiller de certains de ces gens-là, ils refusent de donner ces contrats-là. Donc vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc par supposition, une partie de l'argent est partie ailleurs. Que vous l'appelez corruption, que vous l'appelez ce que vous voulez, moi j'en déduis une seule chose. Vous perdez de la souveraineté. Vous perdez en fait votre capacité de décider en autonome, en indépendant. Docteur Yves Kwea Maïso, si on comprend bien, donc rien n'empêche ces chefs d'État d'entrevoir un contrat gagnant-gagnant avec les partenaires occidentaux. Attention, ce que vous venez de dire est tout à fait juste, sauf que vous êtes un partenaire, entre guillemets, faible militairement, que vous êtes un partenaire faible financièrement. Vous rappelez les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous devez avoir un critère militaire, dont vous maîtrisez votre territoire, et un critère financier. Si dans les deux, vous êtes très faible, pourquoi voulez-vous que le partenaire qui est fort puisse vous respecter? C'est ça le problème. Donc vous devez, et vous avez intérêt à aller chercher un partenariat avec un autre partenaire puissant qui va faire que le partenaire qui veut vous imposer quelque chose se calme. Et ça joue pour les deux parties. Que vous jouez dans la cour des G7 ou l'OTAN, que vous jouez dans la cour des BRICS, c'est la même chose. Vous-même, vous connaissez beaucoup d'exemples où, on peut le citer celui du Gabon tout récemment, où une entreprise chinoise, pour être précise, privée, paye des contrats à des individus. On peut aussi citer la Russie qui est maintenant très présente en Afrique et dans beaucoup de pays d'Afrique, la Russie. Je vous parle des cas que je connais bien en détail. 5 à 6 000 CFA par jour, vous avez un contrat journalier, 5 à 6 000 par jour, et vous ne pouvez pas vivre avec ça parce que quand vous dites que quelque chose ne va pas, alors on vous met dehors et on prend quelqu'un d'autre. Donc ceci est valable pour n'importe lequel des partenaires privés. Ne croyez pas que c'est mieux quand vous êtes avec des partenaires du G7 ou que vous êtes des partenaires de l'OTAN ou des partenaires des BRICS. Ne croyez pas ça. Ça, c'est la décision du chef d'État et de ses ministres et de tout le gouvernement. Si le gouvernement accepte qu'on puisse vous exploiter dans votre propre pays, la question revient à ce que je vous dis. Est-ce que vous avez choisi ces chefs d'État? Quand ce sont des militaires qui dirigent, est-ce que vous les avez choisis? Non, ils ont fait un coup d'État. Donc, je reviens, si vous ne les avez pas choisis, donc il n'y a pas de vérité des urnes, par définition, vous allez avoir des gens qui peuvent, au départ, vous faire croire qu'ils vous soutiennent et demain vous trahir parce qu'ils ont vu qu'il faut avoir là qu'ils mangent eux aussi et qu'ils ne sont pas venus. C'est pour ça d'ailleurs que les transitions se mettent à durer en Afrique. Parce que chacun ne veut plus reprendre son poste, ni sa fonction, ni son métier, mais il veut quand même manger un tout petit peu dans tout ceci. Certains le font avec beaucoup de valeur, ils veulent le redistribuer aux populations. Encore faut-il avoir la capacité de vérifier cela. Certains ne le font pas du tout. Voilà pourquoi nous avons des coups d'État qui arrangent le G7 et le G20, et des coups d'État qui peuvent arranger les gens du BRICS. Mais dans tous les cas de figure, ça vient d'abord des Africains. Et donc, je réponds à votre question, oui, nous avons la capacité de faire des contrats, des partenariats, des coopérations gagnant-gagnant, mais la volonté n'est pas toujours au rendez-vous. D'accord. Alors, docteur Yves Kwea Maïso, je pense que vous, personnellement, à vous entendre, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être en confrontation avec ni l'OTAN, ni le G20 ou G7 ou les BRICS. Il faut quand même jouer à l'intelligence, nous en tant qu'Africains. Alors, les BRICS, on parle de ces grandes puissances, la Russie, la Chine, l'Inde également. Est-ce que les BRICS se voient-ils, selon vous, où se comportent-ils encore comme faisant partie du Sud global, ou plutôt comme les grands frères, entre guillemets, émergents, méprisant les petits, encore sous-développés et non considérés comme membres d'un même regroupement géostratégico-économico ou politico que
est-ce qu'ils se sentent un petit peu, plus, grand frère, et puis imposer leur loi, Dr. Yves Ekoya Maïso? Bon, là encore, vous posez plutôt le problème en termes de moralité. Moi, je ne vais pas faire ça. D'accord. La réalité, il faut regarder la réalité en face. Les gens qui sont dans les BRICS aujourd'hui sont plutôt des pays riches, sont des pays émergents, mais largement plus riches que la plupart des pays africains. Première chose. C'est un constat. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est un constat. Il se trouve, certains d'entre eux, la Chine entre autres, arrivent à dépasser certains pays du G7. C'est un constat aussi. Et que certains pays, la Chine, ne veut plus entendre parler, ou en tout cas se met à distance du G20. Ils sont pas allés à la réunion, la Russie non plus d'ailleurs, la dernière réunion du G20. Donc vous voyez déjà, il y a un monde qui est en train de se couper en deux. Comme d'habitude, les chefs d'État africains qui n'anticipent jamais rien, n'ont rien anticipé. Certains pensent y aller, mais pas aux conditions des BRICS. Mais à leurs conditions, c'était d'aller chercher de l'argent. Ils ont eu un nom clair et net, et on leur a dit, revoyez votre copie avant de revenir. C'est un engagement, donc de confiance. Alors, est-ce qu'ils se comportent comme des grands frères? Quelque part, oui. Quand vous demandez à quelqu'un qui a beaucoup, et vous avez peu, mais vous avez quand même suffisamment pour pouvoir faire des échanges. Il ne peut qu'avoir deux choses. Un, que vous ayez la confiance entre l'un et l'autre, et que celui qui a plus de pouvoir ne se comporte pas comme quelqu'un d'hégémonique. Est-ce qu'on peut comparer l'hégémonie chinoise aujourd'hui par rapport à l'hégémonie américaine? C'est deux visions du monde et c'est deux façons de faire. C'est à nous, dirigeants africains, de réfléchir. Comment on peut utiliser les deux intelligemment? Je vous rappelle qu'à Djibouti, ce sont les Américains qui faisaient les malins là-bas avec une base militaire. Aujourd'hui, il y a des bases militaires de partout là-bas. La France est là-bas, la Chine est là-bas, tout le monde est là-bas. Et le pays est ce qu'il est. Est-ce que la démocratie est venue? Ça, c'est un autre problème, mais elle n'est pas venue. Mais il y a un équilibre. Est-ce que l'Afrique doit passer par là? On ne sait pas. Mais la réalité est ça. Ils ont tous, les chefs d'État africains, ont dit non à la force militaire africaine-américaine. Pourtant, les Américains sont partout en Afrique. On vient de voir au Niger, ils ont des troupes là-bas, plus de 1000 et quelques. Ça veut dire qu'en douce, sans transparence, les chefs d'État signent encore des arrangements pour leurs intérêts à eux, mais aussi pour les intérêts de ces étrangers. Voilà le fond du problème. Et maintenant, on leur demande de partir. Mais comment voulez-vous qu'ils partent rapidement, puisqu'ils sont là pour défendre un certain nombre de choses qui, stratégiquement, leur posent problème, que ce soit l'énergie, que ce soit les matières premières, etc. Donc, oui, pour éviter ce que vous avez bien vu, c'est-à-dire le fait que les pays émergents du BRICS ne se comportent pas comme les gens du G7 ou du G20, alors regardez les valeurs. Quelles sont les valeurs de chacun des pays du BRICS? C'est pour ça qu'il va y avoir des développements qui vont se faire en bilatéral et peut-être pas nécessairement toujours dans le cadre global du BRICS. La relation entre un pays africain subsaharien avec la Chine, la Russie, le Brésil ou l'Inde va être totalement différente en fonction de comment il se positionne en termes de non-alignement. Vous voyez? Et si vraiment il n'y a pas de non-alignement, mais il ne sera pas membre, tout simplement. Surtout pas dans la prochaine. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance des BRICS. Maintenant, il y a des projets qu'on va vous proposer. Vous allez dire que vous voulez des projets. Mais très bien, mais le BRICS aussi a ses intérêts. Je vous rappelle que le G20 qui vient de se terminer a proposé des nouveaux projets d'infrastructure. Je suis allé regarder d'un peu plus près. Mais vous savez que ces projets d'infrastructure, on vous demande de mettre des routes ou des chemins de fer d'un endroit X vers un endroit Y, et quand vous regardez, il s'agit simplement de transporter la matière première dans un endroit où vous l'avez sorti de terre pour le mettre à un port pour l'exportation. Quand vous regardez la même chose dans les routes de la soie, qui sont les projets infrastructures des BRICS, notamment de la Chine, vous allez constater que les routes infrastructures, les routes Internet, les routes par les chemins de fer, les routes navigation fluviale, part d'un endroit où il y a des individus pour arriver à un endroit où il y a des individus. Donc, va favoriser les échanges, notamment commerciaux. Ça n'empêche pas que ça puisse aussi transporter des matières premières. Mais l'objet premier, c'est d'abord de faire cela. Regardez ce que les Chinois ont réalisé en moins de 7 ou 8 ans avec le barrage. Aujourd'hui, il est opérationnel. Regardez la puissance énergétique qu'ils vont avoir, qu'ils vont distribuer dans toute la sous-région. Vous comprenez bien que il y a projet et projet. Il y a projet qui donne gagnant-gagnant, il y a projet qui ne donne pas gagnant-gagnant. D'accord. Et il y a gagnant-perdant. Et il y a des projets qui vous enlèvent votre souveraineté, il y a des projets qui vous enlèvent votre indépendance. Maintenant, les dirigeants africains, ils sont ce qu'ils sont.
Certains choisissent leur souveraineté, certains pas. D'accord. Et certains vont jusqu'à, à travers la corruption, vendre même jusqu'à le peuple africain. C'est ça qui est inacceptable. En tout cas, c'est inacceptable. Docteur Vekoya Maïso, merci d'être avec nous, cet entretien exclusif qui dure pratiquement 1 heure. Merci quand même. On va conclure cet entretien exclusif. Je vais quand même vous poser 2 questions qui vont vous permettre également de conclure cet entretien avec nous. Alors, avant de pouvoir prétendre s'engager dans des partenariats équitables avec les BRICS, alors comment les États africains peuvent-ils trouver des solutions opérationnelles à l'absence de la souveraineté effective de leur peuple? Là, on a parlé de souveraineté, vous l'avez dit. La deuxième question, alors comment éviter que l'Afrique ne soit, une fois de plus, une variable d'ajustement ou un faire-valoir des nouvelles puissances des BRICS dans leur guerre économique et politique contre les puissances occidentales? Que direz-vous pour conclure cet entretien, Dr. Vekoya Maïso? Je vais être très simple. Pour le partenariat équitable avec les BRICS, vous ne pouvez pas y aller en faisant de l'improvisation. Il faut des gens de haut niveau. L'Afrique a beaucoup d'expertise dans le pays, sur le continent, et vous l'avez aussi à l'extérieur. Il faut que chaque chef d'État ait un conseil stratégique de haut niveau, pas seulement avec les gens de son pays, mais l'ensemble de la diaspora africaine, pour avoir des positions des patriotes africains, des panafricains. Et ce conseil doit être transparent et indépendant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est eux qui vont dire tel projet est bon, tel projet n'est pas bon. Et c'est public. La population va écouter ce que dit ce conseil de manière indépendante. Que le dirigeant africain accepte ou pas, c'est son libre choix. C'est lui qui a été choisi ou qui est élu ou qui a fait un coup d'État. Mais qu'on laisse le conseil des Africains proposer. Ce n'est pas le cas. Pour répondre à votre première question, pour les partenariats équitables, si vous ne le faites pas, vous arrivez en situation de faiblesse, vous ne pouvez pas justifier le contrat, vous ne savez même pas ce qu'il y a dans les contrats, et vous allez vous faire rouler sur le plan juridique. Deuxième chose, et bien sûr, j'ai oublié, il ne faut pas qu'il y ait la corruption. Attention, on ne peut pas faire tout ceci, et puis que la corruption, petit, moyen, grand et très grand, continue. Deuxième chose, la variable d'ajustement. Vous savez, dans le monde international, les relations internationales, tout le monde, chaque pays est une variable d'ajustement d'une autre. Chaque individu est une variable d'ajustement d'un autre. Tout dépend comment vous voyez cette notion de variable d'ajustement. Justement, ça s'appelle variable. C'est variable, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous avez des valeurs, vous allez travailler avec les gens qui ont des valeurs. Donc, vous allez vous ajuster de manière positive. Vous allez évoluer, transfert de technologie, contenu technologique, vous allez avoir un équipement, vous allez transformer tel ou tel sorgho, maïs, blé ou canne à sucre pour faire un produit sucre, par exemple pour la canne à sucre, que vous allez exporter, sucre rouge, sucre blanc, etc. Vous allez faire de l'argent. Cet argent, quand il revient, vous le distribuez. Donc cet ajustement, il est intelligent, il est intéressant. L'île Maurice que vous connaissez a fait son premier développement grâce au sucre. Ils n'ont fait que développer des champs entiers de canne à sucre pour faire du sucre. Bio, roux, qui a fonctionné de partout, que vous trouvez encore aujourd'hui ici, partout. 1 kilo, je vous rappelle, c'est 2 € ici. Vous voyez? Et ils sont indépendants sur ce plan. Donc, pourquoi l'Afrique n'est pas capable de faire ces genres de choses? Et je ne vais citer qu'un seul produit. On le fait dans tous les domaines. Donc, variable d'ajustement, c'est pas négatif. C'est quelque chose qui dépend, en fait, de la façon des dirigeants. Mais est-ce que nos populations elles-mêmes ne sont pas un peu fautives? Parce que nos populations aussi, d'accord la pauvreté, d'accord l'ignorance, mais quand on leur apporte de l'argent, ils ne regardent jamais la couleur de cet argent. Ils prennent, ils mangent, ils vont dans les enterrements, ils vont dans les baptêmes, dans les mariages. Et en fait, tout le monde s'en fout. Non, il faut apprendre à savoir que l'argent sale va produire un refus de souveraineté, un refus de développement, un refus du panafricanisme. Vous voyez? Oui, et certains Africains, en choisissant justement la corruption, la facilité, ils ne font pas l'effort. Ils ne veulent pas des conseils. Ils vont à l'essentiel. Donc, ils vendent la matière première sans la transformer. Donc, il faut transformer la matière première et il faut la transformer de manière intelligente. Et oui, de manière intelligente, pas seulement acheter et vendre. Mais on veut la facilité, on veut la rapidité, on veut pas fournir d'efforts, on vend la matière première telle qu'elle. D'autres vont le transformer et nous le revendons à nous, beaucoup plus cher. Et ils font tellement de bénéfices qu'une partie de bénéfices est utilisée pour vous dire, venez prendre l'aide au développement. Quelle aide au développement puisque la matière première quitte le territoire africain pour repartir là-bas? Maintenant, ceux qui l'ont compris, ils transforment. C'est pour ça que je vous ai mis en valeur l'indicateur fondamental pour les Africains, la valeur ajoutée manufacturière. Quand vous transformez, vous créez de l'emploi et des emplois décents.
Vous n'allez pas vendre de la drogue, vous n'allez pas faire de la prostitution. Vous allez un emploi stable. Et vous avez créé tout un système autour avec la logistique, où les gens vont venir s'inscrire dedans. Les gens vont sortir du secteur informel pour le secteur formel, justement, grâce à cette transformation. Mais pour le faire, il vous faut des équipements, de la technologie. Vous allez les trouver où? Puisque les Occidentaux souvent refusent de vous donner les usines. Et vous endettent. Et quand vous avez des usines, ils ne donnent pas les pièces détachées. C'est ça la réalité. Ça ne coûte rien de faire une petite usine de tomates ou une usine de pâtes alimentaires. Quand je dis pâtes, c'est les spaghettis, par exemple. Mais on va pas vous donner les pièces d'échange et de rechange. C'est ça le problème aussi. On va augmenter le prix à tel point que les pièces de rechange coûtent plus cher que l'usine elle-même. Et alors vous allez chercher ailleurs cette usine. En Chine, en Russie ou ailleurs. C'est ça la réalité. Mais là, est-ce que c'est transparent? Est-ce que nous savons ce qui se passe? Pour pouvoir, vous, journalistes ou autres, venir vous dire, mais tiens, mais ce contrat-là, il est illégal. Il n'est pas gagnant-gagnant. Non, vous n'avez pas d'information. Donc, nous sommes tous dans une sorte de radio-trottoir, et c'est ça il faut mettre fin à cela. L'Afrique doit devenir plus transparente. Les chefs d'État doivent donner des informations. Ils ne le sont pas. Et c'est pas les coups d'État qui vont arranger la situation pour le moment. Donc, il va falloir faire encore un petit peu d'effort pour que nous-mêmes, nous nous réajustons et nous sachions au sein de nous-mêmes enlever des traîtres, au sein de nous-mêmes faire de la transparence pour que les esprits qui veulent vraiment le patriotisme de ce continent se réveillent, travaillent ensemble, s'organisent et bien sûr aillent vers la souveraineté de ce continent. En tout cas, merci beaucoup, Dr Yves Ekoya Maizo, pour cet entretien exclusif sur Canal K, sur Radio Avouleté. Entretien, je dirais donc, de formation citoyenne à tous les peuples d'Afrique. Réveillons-nous. Dr Yves Ekoya Maizo, je rappelle que vous êtes président du think tank Afro Centricity, qui est un centre de réflexion, de conseil stratégique et d'action. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette émission. Patriotique d'ailleurs, réveil patriotique sur Canal K, sur Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain ou dans quelques jours pour d'autres émissions citoyennes et de réveil de conscience. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Radio Avouleté, l'esprit patriotique, la voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avouleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora.